est en nette augmentation partout dans le monde et particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Donc le diabète de type 1 représente 10 à 15% de l'ensemble des diabètes avec une incidence moyenne de 9,5 cas par 100 000 enfants et par an. Mais cette incidence peut être très élevée dans certaines régions du monde. Elle peut même atteindre 60 cas pour 100 000 enfants et par an en Finlande. Donc le diabète de type 1, c'est une maladie sévère. Pourquoi? Parce qu'il expose à des complications aiguës qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, mais également il expose à des complications chroniques dégénératives qui apparaissent à long terme. Et parmi les complications aiguës figure l'acidocétose diabétique dont l'incidence est encore élevée en Tunisie. D'ailleurs, dans une étude multicentrique réalisée entre 2009 et 2011 et qui a colligé 627 cas de diabète de type 1, l'acidocétose était révélatrice dans 48% des cas. C'est-à-dire pratiquement un enfant sur deux est admis dans un tableau d'acidocétose révélatrice d'un diabète. Et là, ça témoigne bien sûr du retard du diagnostic. Donc l'acidocétose traduit une carence profonde en insuline avec une destruction presque totale des cellules bêta des îlots de Langerhans. C'est une urgence médicale qui met en jeu le pronostic vital par le biais de l'œdème cérébral. C'est vrai, l'œdème cérébral, c'est une complication rare, mais elle est sévère. Et il compte pour 60 à 90% de tous les décès liés à l'acidocétose. En plus, entre 10 et 25% des survivants d'un œdème cérébral gardent des séquelles neurologiques, essentiellement des troubles de la mémoire, d'où l'intérêt de la prévention et du diagnostic précoce du diabète. Donc en fait, je vais commencer par un bref rappel physiopathologique pour mieux comprendre les bases des traitements de l'acidocétose. Donc l'acidocétose diabétique, elle est liée à une carence en insuline associée aux effets de l'augmentation des hormones de la contre-régulation. Et ces deux phénomènes ensemble vont entraîner une augmentation de la synthèse du glucose par le foie et également par le rein via la néoglucogénèse, la glucogénolyse avec une diminution de l'utilisation périphérique du glucose. Il en résulte donc une hyperglycémie majeure qui est responsable d'une hyperosmolarité, en elle-même responsable d'une déshydratation avec fuite d'eau et d'électrolytes. On perd essentiellement de sodium, mais surtout également du potassium au cours des acidocétoses diabétiques. D'autre part, cette carence en insuline va stimuler la lipolyse et elle va augmenter la synthèse des corps cétoniques, ce qui est responsable bien sûr de l'apparition de l'acidose. Et donc, on comprend bien que les bases du traitement de l'acidocétose reposent sur la réhydratation et la correction des troubles hydroélectrolytiques, mais également sur l'insulinothérapie pour freiner cette cétogénèse et corriger en parallèle cette acidose métabolique qui peut être sévère dans certaines situations. Alors, l'acidocétose diabétique peut révéler le diabète dans 15 à 70% des cas, ça dépend énormément des pays. Et elle est fréquente chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Et dans cette tranche d'âge, déjà, on note une augmentation nette de la fréquence de diabète, ce qui pose vraiment un problème. Et en plus, cette acidocétose, elle est fréquente chez les enfants dont les familles n'ont pas un accès facile au centre de soins pour des raisons sociales ou économiques. Et chez un enfant qui est déjà connu diabétique, le risque d'acidocétose est estimé entre 1 à 10% par patient et par an. Et ce risque est majoré essentiellement en cas de mauvais équilibre de diabète, de traumatisme, d'infection, l'agression psychique, l'erreur thérapeutique, mais également à l'adolescence, parce que là, à la puberté, on assiste également à une insulino-résistance. Maintenant, quels sont les signes cliniques de l'acidocétose? En fait, on peut avoir des signes qui sont en rapport avec l'hyperglycémie majeure, le syndrome polyuropolydipsique, les signes de la déshydratation, la perte de poids et l'asthénie, mais également on va trouver des signes qui sont en rapport avec l'acidose métabolique. Donc ces signes sont essentiellement, ces signes cliniques essentiellement, donc à type
de polypnée, la polypnée de Kussmaul. Donc c'est une respiration qui est ample et profonde, une respiration rapide, et qu'il ne faut jamais confondre avec la dyspnée de la bronchiolite chez les jeunes nourrissants âgés de moins de 2 ans. La polypnée d'acidose, c'est une augmentation de la fréquence respiratoire et il n'y a pas de signe de lutte respiratoire et l'auscultation pulmonaire, elle est normale. On peut également trouver une odeur acétonémique de la laine. Des troubles digestifs sont fréquents, nausées, vomissements, douleurs abdominales qui peuvent mimer un abdomen aigu chirurgical. Là, pour vous dire que la réalisation du dextro doit être faite de façon systématique, quel que soit le motif de consultation de l'enfant. Et dans les formes sévères, on peut trouver des troubles neurologiques qui sont variables de la somnolence, confusion jusqu'au coma profond. Alors, pour retenir le diagnostic positif de l'acidocétose, on doit se référer à des critères biologiques. Et voici la définition de l'acidocétose diabétique. C'est une hyperglycémie qui dépasse 2 grammes par litre, associée à une glucosurie massive, un pH sanguin inférieur à 7,3 ou bien, donc je dis bien, ou bien des réserves alcalines inférieures à 15 millimoles, et bien sûr, on doit exiger la présence de la cétonurie. Et selon la valeur de la pH, on parle d'une acidocétose sévère lorsque le pH est inférieur à 7,1 ou bien les bicarb inférieurs à 5, des acidocétoses modérées pour un pH entre 7,1 et 7,2 et des bicarb entre 5 et 10, et des acidocétoses légères pour des pH entre 7,2 et 7,3 et des bicarb entre 10 et 15 millimoles par litre. Donc, une fois on a confirmé le diagnostic de l'acidocétose diabétique, on doit réaliser une évaluation clinique urgente avec essentiellement une évaluation de l'état d'hydratation et de l'état hémodynamique, tout en sachant que les signes de la déshydratation n'apparaissent que lorsque la perte du poids dépasse au moins 5% avec une sécheresse des muqueuses et des anomalies du pli cutané. Mais si on a en plus des cernes oculaires, cette déshydratation est dite sévère, estimée à 8%, et dans l'état de choc, il y aura un allongement du TRC, une tachycardie, alors que l'hypotension, c'est un signe tardif et il ne faut jamais attendre ce signe clinique. Également, on doit faire une évaluation urgente de l'état neurologique en se basant sur le score de Glasgow, qui, comme vous le savez, comporte 3 paramètres, la réponse oculaire, la réponse verbale et la réponse motrice. Et comme vous voyez là, une modification a été créée pour ce score, pour les enfants qui sont encore jeunes et qui ne parlent pas. Et lorsqu'on a un score de Glasgow inférieur à 12, ceci constitue un signe de gravité pour l'acidocétose diabétique. Maintenant, lorsqu'on est sûr que l'état hémodynamique est conservé, qu'il n'y a pas d'altération de l'état hémodynamique, donc on va réaliser des examens complémentaires. Et outre la glycémie veineuse, la gazométrie, ou bien si elle n'est pas disponible, les réserves alcalines, on doit demander de façon systématique l'ionosanguin, la fonction rénale, on doit calculer l'osmolarité sanguine et on doit pratiquer de façon systématique, dès l'admission du malade, un électrocardiogramme et on pratiquera des prélèvements bactériologiques s'il y a des signes d'infection. En fait, sur l'ionosanguin, il faut retenir que la natrémie mesurée n'est pas fiable du tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une hyperglycémie, on a une hyperosmolarité qui va entraîner un mouvement doux du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Et ceci va entraîner une hyponatrémie de dilution. Et donc, on doit toujours calculer notre natrémie corrigée en fonction de la formule natrémie mesurée plus glycémie moins 5 divisé par 3. Et bien sûr, lorsqu'on commence la réhydratation et puis l'insulinothérapie, la glycémie va diminuer. Et donc, on doit exiger une augmentation de la natrémie en parallèle. Mais si cette natrémie n'augmente pas ou reste basse sous traitement, donc là, on doit évoquer la possibilité de la survenue d'une complication sévère qui est l'œdème cérébral. Donc, s'il vous plaît, la diapo suivante, parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Voilà. Toujours sur l'ionosanguin, on va regarder la valeur de la kaliémie. Mais il faut faire attention.
Dans l'acidocétose, il y a toujours, presque toujours, une déplétion potassique qui prédomine essentiellement sur le secteur intracellulaire pour plusieurs raisons. L'hyperglycémie et l'hyperosmolarité font perdre de l'eau et du potassium en dehors des cellules. Les vomissements, la diarrhée osmotique vont également perdre du potassium. La carence en insuline en elle-même est responsable de la protéolyse et de la glucogénolyse qui vont faire sortir du potassium des cellules. L'hypovolémie est responsable d'un hyperaldostéronisme qui va favoriser l'extraction urinaire du potassium. Et surtout l'administration de l'insuline et la correction de l'acidose vont faire intégrer le potassium dans le secteur intracellulaire. Et d'ailleurs, devant toute acidose métabolique, on doit calculer la kaliémie corrigée. Et puis, pour le calcul de cette kaliémie corrigée, il faut savoir que toute diminution de pH de 0,1 fait augmenter faussement la kaliémie de 0,6. Et donc, on doit calculer notre kaliémie corrigée en fonction de la formule. Kaliémie mesurée, moins 6 fois 7,4, moins le pH mesuré. Par exemple, voici le bilan biologique d'un enfant qui est admis pour une acidocétose, glycémie 27 mmol, 3 croix de glucosérie, 3 croix d'acétonurie, avec un pH à 7. Et vous voyez là, c'est l'iono sanguin qu'on a récupéré du laboratoire. On a l'impression sur cet iono que la natrémie elle est basse et la kaliémie elle est pratiquement normale à 5 mmol. Mais si on calcule notre kaliémie corrigée, on trouve qu'il y a 2,6 mmol uniquement pour cette kaliémie. Donc là, c'est une hypokaliémie assez profonde. Et puis pour l'anatrémie corrigée, on a fait également le calcul. Et cet enfant, il n'a pas d'hyponatrémie, mais plutôt une anatrémie corrigée qu'il est normale. Mais il ne faut pas attendre toujours le résultat de l'iono sanguin qui demande un certain temps. Donc retenez qu'on doit faire dès l'admission un électrocardiogramme. On sait que l'hypokaliémie expose à des troubles de rythme cardiaque. Donc le CG doit être systématique et on regarde essentiellement sur le CG deux choses, les ondes de T et le segment ST. En fait, pour les signes d'hypokaliémie, c'est initialement des ondes de T qui sont aplaties ou parfois même négatives et un sous-décalage de l'espace ST. Dans les hypokaliémies profondes, vous voyez, on peut avoir même l'apparition d'une onde U. La suivante. Donc voilà le CG d'un patient qui a une hypokaliémie modérée avec des ondes de T qui sont aplaties. Et là, c'est un signe d'hypokaliémie sévère lorsqu'on a l'apparition des ondes I. La précédente. Oui, la précédente. Également, sur ce TCG, on peut voir les signes d'hyperkaliémie. C'est l'inverse, bien sûr, des signes de l'hypokaliémie, avec des ondes de T qui sont amples et pointues. Voilà. Maintenant, quels sont les indicateurs de sévérité de l'acidocétose et qui justifient théoriquement l'hospitalisation en unité de soins intensifs? C'est essentiellement l'âge jeune de moins de 5 ans, la déshydratation sévère, les troubles de la conscience avec un score de Glasgow inférieur à 12, l'état de choc, l'hyperglycémie majeure, l'acidose sévère avec un pH inférieur à 7,1, l'IRE supérieur à 11 et l'hypocapnie inférieure à 15 qui traduit en fait l'importance de la polypnée et l'acidose métabolique. Donc, suivante. Voilà. Les objectifs du traitement de l'acidocétose sont de corriger, mais c'est de corriger progressivement. C'est important. Corriger progressivement la déshydratation, les troubles ioniques, l'acidose, de restaurer une glycémie proche de la normale, tout en évitant les complications du traitement qui sont essentiellement l'hypoglycémie, l'hypokaliémie, l'œdème cérébral, mais également les thromboses vasculaires. Et nous allons voir ensemble le protocole du traitement de l'acidocétose diabétique selon les dernières recommandations publiées par l'ISPAD en 2018. En fait, la prise en charge initiale de l'acidocétose est la même pour tous les protocoles, avec une évaluation de l'état hémodynamique, évaluation de l'état de déshydratation, de l'état de conscience. Et lorsqu'on est en présence d'un état de choc, on va bien sûr assurer un remplissage par le sérum physiologique, donc 20 ml par kilo sur 30 minutes à répéter s'il y a une persistance de l'état de choc sans dépasser 30 ml par kilo. On doit assurer une bonne oxygénation avec la mise en place d'une sonde vésicale pour surveiller la diarrhée.
une fois l'état de choc est giguélé, ou bien si l'enfant ne présente pas un état de choc, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est une nouveauté pour le protocole du traitement de l'acidocétose, c'est qu'on va commencer par une réhydratation par le sérum salé, le sérum physiologique, à raison de 10 ml par kilo sur 1 heure. On va bien sûr faire notre bilan biologique et on va calculer après la réhydratation sur 24 heures et puis on va commencer l'insulinothérapie 2 heures. Là, c'est très important, on commence l'insulinothérapie 2 heures après la réhydratation. Donc, on va commencer par la réhydratation intraveineuse. On va voir maintenant quel est le volume qu'on va administrer et on va voir également quelles sont les solutés qu'on va utiliser pour l'enfant en acidocétose. Pour le volume, ça représente la quantité des liquides à administrer pour les maintenances de 48 heures associées au déficit hydrique. Et actuellement, il y a une méthode simplifiée pour déterminer le débit de maintenance par 24 heures en fonction du poids de l'enfant. Si le poids est inférieur à 10 kg, c'est 100 ml par kilo et par jour. Entre 11 et 20 kg, c'est 1 litre, 1000 ml, plus 50 ml par kilo pour chaque kilo compris entre 11 et 20. Et pour les enfants qui pèsent de plus de 20 kg, c'est 1,5 litre plus 20 ml par kilo pour chaque kilo supérieur à 20. Par exemple, si on est devant un tableau d'acidocétose chez un enfant âgé de 6 ans qui pèse 20 kg et qui est déshydraté à 5%, donc on va calculer le déficit hydrique, 5% du poids, c'est-à-dire 1000 ml. Ensuite, on va calculer le volume de maintenance, c'est 1 litre plus 50 ml par kilo pour chaque kilo compris entre 11 et 20. Entre 11 et 20, on a 10 kg de plus. Donc c'est 1 litre plus 50 ml fois 10, ce qui correspond à 1500 ml. Et puis, on va calculer la quantité totale qu'on va administrer ces 24 heures. Donc, on va faire la somme de ce déficit hydrique, 1000 ml, plus le maintenance, 1500 ml. Mais pour les maintenances, il faut les calculer sur 48 heures et non pas sur 24 heures. Donc, on va faire 1500 ml fois 2 par 48 heures et on va trouver notre débit de perfusion qu'on va le garder tout au long du traitement de l'acidocétose, sauf exception qui est l'œdème cérébral. Donc voilà, on a vu le volume, comment on va calculer ce volume, et maintenant, quelles sont les solutés qu'on va utiliser pour réhydrater l'enfant? Bien sûr, pour la réhydratation, on commence toujours par le sérum salé à 9 pour 1000. Et puis, on va faire le relais par le sérum glucosé à 5%. Si notre glycémie baisse à 17 mmol par litre, ou lorsque cette glycémie chute rapidement, plus que 5 mmol par heure. Et parfois, on est obligé d'utiliser le sérum glucosé à 10% si la glycémie continue à baisser trop rapidement. Donc, maintenant, faut-il donner le sérum bicarbonaté? Non. Pourquoi? Parce que le sérum bicar, il est inutile et même dangereux. Inutile pourquoi? Parce que la réhydratation va améliorer la perfusion tussilaire et l'insulinothérapie va corriger l'acidose puisqu'elle va freiner la cétogénèse. Donc, aucun effet bénéfique de l'administration du bicar, sauf exception, pH strictement inférieur à 6,9 avec une vasodilatation périphérique pouvant altérer la perfusion tussilaire. Et comme vous voyez là, si on est obligé de donner le bicar, c'est faible dose, 1 à 2 mmol par kilo, sur une période prolongée, 60 minutes. Les bicars sont dangereux, pourquoi? Parce qu'ils entraînent une acidose paradoxale du système nerveux central. Ça aggrave l'hypokaliémie, ça aggrave l'hyperosmolarité et ça favorise l'apparition de l'œdème cérébral. Maintenant, pour les électrolytes, qu'est-ce qu'on va utiliser dans les solutés de perfusion? Si on se rappelle, on a dit que dans l'acidocétose, il y a des pertes hydriques et des pertes électrolytiques. Donc des électrolytes, essentiellement le sodium et le potassium. Et donc, pour le potassium, on fait un ECG immédiatement et on regarde les ondes de T. Si les ondes de T sont aplaties ou bien s'il y a un sous-décalage de ST, donc on est sûr qu'il y a une hypokaliémie. Et là, on va démarrer l'apport de KCl avec le remplissage initial par le sérum physiologique avant l'insulinothérapie. Et la quantité administrée, c'est 40 mmol par litre, donc 4 ampoules de KCl par
litre. Si les ondes de T sont normales à l'ECG, la kaliémie elle est normale, mais il faut faire attention. On a dit, même si la kaliémie elle est normale, il y a presque toujours un déficit potassique intracellulaire. Et donc, on doit apporter le potassium, mais cette fois-ci, c'est après le remplissage initial et en même temps avec l'insulinothérapie. Pourquoi? Parce que cette insuline va faire pénétrer le potassium à l'intérieur de la cellule, et donc c'est la même quantité, c'est 40 millimoles par litre. Mais si on a à l'ECG des ondes de T amples et pointues, c'est un signe d'hyperkaliémie. Bien sûr, il faut différer l'apport du potassium jusqu'à que l'élimination urinaire soit connue. Donc voilà, ça c'est pour le potassium. Pour le sodium, lorsqu'on utilise au débit le sérum physiologique, ce sérum physiologique, donc il est concentré à 9 pour 1000, 9 grammes pour 1000 millilitres, c'est-à-dire il apporte 4,5 grammes de NaCl, dont 500 millilitres. Et lorsqu'on passe au sérum glucosé à 5%, retenez qu'on passe au sérum glucosé à 5% dans deux situations. Glycémie inférieure à 17 millimoles ou chute de la glycémie qui dépasse 5 millimoles par heure. Et donc, lorsqu'on passe au sérum glucosé à 5%, on va garder la même tonicité que le sérum physiologique. C'est-à-dire, on va mettre 4,5 grammes de NaCl dans 500 millilitres, 4 ampoules et demie de NaCl. Pourquoi? On doit toujours garder la même concentration, la même tonicité des solutés pour ne pas entraîner l'apparition de l'œdème cérébral. Et après, on va passer au sérum glucosé à 5% salé à 0,45%, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 ampoules et un quart de NaCl par chaque flacon de 500 millilitres, bien sûr lorsque notre natrémie reste stable ou bien lorsqu'elle augmente sous traitement. Voilà, c'est le premier volet thérapeutique pour la réhydratation. On va maintenant passer au deuxième volet thérapeutique qui est l'insulinothérapie. Donc, une règle qu'il faut retenir, c'est de démarrer l'insulinothérapie après 2 heures. Après 2 heures de la réhydratation. Qu'est-ce qu'on utilise comme insuline? Bien sûr, c'est l'insuline à action rapide, c'est l'actrapide à la seringue électrique. On va diluer 0,5 ml d'actrapide, donc 49,5 ml de sérum physiologique, pour qu'un millilitre de la solution correspond à une unité d'insuline. Et la solution d'insuline préparée doit être changée toutes les 8 heures du fait de la perte de la stabilité. Maintenant, quelles sont les doses de l'insuline qu'on va utiliser? En fait, ça dépend en fonction de l'âge et de la sévérité de l'acidose. Pour les enfants âgés de moins de 5 ans avec une acidose légère, 0,03 unités par kilo et par heure suffit. Pour des acidoses modérées ou sévères, c'est 0,05 unités par kilo et par heure. Et pour les enfants âgés de plus de 5 ans, si l'acidose est légère, 0,05. Et pour les acidoses modérées ou sévères, c'est 0,1 unité par kilo et par heure. Et une fois on a entamé le traitement, bien sûr, on doit assurer une surveillance régulière. Donc l'enfant doit être scopé avec surveillance des paramètres hémodynamiques, de l'état de conscience, de la diérèse, une glycémie capillaire toutes les heures, l'acétonurie glucosérie chaque heure ou à chaque miction, bilan horaire des entrées et des sorties, biologie glycémie, ionosanguin, gazométrie aux réserves à H2, H6, H12 ou même de façon plus rapprochée si on trouve des anomalies. Et bien sûr, on doit toujours surveiller les ondes de T à l'ECG. Chose très importante, c'est qu'on va passer à l'insuline sous-cutanée lorsqu'on a une correction de l'acidose, c'est-à-dire lorsqu'on a un pH strictement supérieur à 7,3 et des réserves alcalines supérieures à 15 millimoles, alors que l'acétonurie peut persister. Et on doit, avant d'arrêter le protocole, administrer notre première dose d'insuline sous-cutanée 1 à 2 heures avec l'insuline ordinaire avant l'arrêt du protocole, ou si on utilise des analogues, c'est 15 à 30 minutes. Pourquoi? C'est essentiellement pour éviter le rebond de l'hyperglycémie au cours des acidocétoses diabétiques. Voilà, je vous donne un exemple d'un tableau de surveillance d'un enfant de 6 ans qui est admis pour acidocétose, qui pèse 20 kg et qui est déshydraté à 5%, ECG initial des ondes de T aplaties. Donc voilà les données initiales à H0, dextro 4 grammes, glucosérie de Croix, acétonurie de Croix, pH 7, iono 134,2,6, mais on a déjà le CG avec des ondes de T aplaties. Donc là, on va commencer la réhydratation par le sérum physiologique avec le volume qu'on a calculé et on va mettre dans le sérum phi
du KCL. Bien sûr, on a une hypokaliémie, donc on va commencer d'emblée l'apport de KCL, donc 4 ampoules de KCL par litre de réhydratation, et puis H1, est-ce qu'il y a une modification pour le protocole? Non, on va continuer la même chose, et H2, vous voyez les données de l'examen biologique, et qu'est-ce qu'on fait après H2 de la réhydratation? L'insuline, voilà. On va commencer notre insulinothérapie pour un enfant de 6 ans, mais qui a une acidose sévère avec un pH à 7. Donc, on va choisir la dose de 0,1 unité par kilo et par heure. Voilà, on a entamé notre insulinothérapie. Et puis, H3, qu'est-ce que vous pensez? Dextro 3 grammes, glucosurie 2 courroies, acétonurie 1 courroie. Est-ce qu'on doit changer le soluté, oui ou non? Le sérum physiologique, est-ce qu'il doit être changé par le sérum glycosé, autrement dit? Oui, sous insuline, oui. On va passer au sérum glucosé à 5%. D'ailleurs, on a dit qu'on va faire le relais avec des glycémies qui deviennent inférieures à 17 millimoles par litre. Donc, bien sûr, on va relayer par le sérum glucosé à 5%. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Du NaCl. Bien sûr, il y a le KCl, mais le NaCl. NaCl, on a dit, il faut maintenir la même concentration que le sérum PI. Donc, on va mettre 4 ampoules et demie de NaCl par 500 ml. AH4, dextro 1,7, glucosurie de courroie, cétonurine de courroie et iono 138, 4. Qu'est-ce que vous pensez? On change ou non? Non, on n'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore le résultat de pH. On n'a pas le résultat de la gazométrie. On doit exiger la correction de l'acidose avant de penser à l'arrêter. Donc, mais vous avez une glycémie, donc, sérum glucosé à 10. Très bien. Pourquoi? Parce que vous voyez là, notre glycémie, elle a chuté. Elle a passé de 3 grammes à 1,7. C'est-à-dire qu'il y a une diminution de la glycémie de 1,3 grammes par heure. Donc, on doit changer par le sérum glucosé à 10%. AH6, voilà, c'est la question qui se pose. Dextro 1,5 grammes, glucosurie une courroie, pas d'acétonurie, pH à 7,2. Arrêtez ou non le protocole? Non. L'acidose persiste. On n'arrête pas le protocole. C'est l'insuline qui freine la lipolyse et la cétogénèse et qui va corriger notre acidose. Donc, on va poursuivre le protocole, bien sûr. Voilà. H7, apparition d'une obnubilation, dextro 1,5, glucosurie une courroie, pas d'acétonurie. Dextro correct et il n'y a pas d'acétonurie. Et il y a des troubles de la conscience. Qu'est-ce que vous évoquez à ce stade-là? L'œdème cérébral. Il n'y a pas d'hypoglycémie pour les troubles de la conscience, on doit l'évoquer en premier lieu. Mais sinon, voilà, maintenant, on doit évoquer la possibilité de l'œdème cérébral. En effet, pour l'œdème cérébral, c'est vrai que c'est une complication rare, mais elle est sévère, avec un taux de mortalité assez élevé. Et les facteurs de risque de l'œdème cérébral, c'est le jeune âge, le diabète débutant, l'hypocapnie sévère à l'admission, l'hypoperfusion cérébrale, l'IRE supérieur à 11, l'acidose sévère à l'admission. Donc, notre enfant, il est âgé de 6 ans, il a un diabète de primo-découverte et il a un pH à 7, une acidose sévère. Et puis, après le traitement, quels sont les facteurs de risque de l'œdème cérébral? C'est l'administration de sérum bicarbonaté, c'est l'hyperhydratation massive durant les 4 premières heures. C'est pour cela que les protocoles ont changé d'une année à une autre pour voir le débit donc, convenable qui pourrait prévenir cette complication. Également, l'administration précoce de l'insuline et l'augmentation faible de la natrémie pendant le protocole. Donc, habituellement, l'œdème cérébral apparaît au bout de 4 à 12 heures et se manifeste sur le plan clinique par des céphalées, vomissements, agitation, désorientation ou même des troubles de la conscience. Et pour cet œdème cérébral, il y a certains critères majeurs et également des critères mineurs. Et il faut savoir que l'association de 2 critères majeurs ou bien un critère majeur et 2 mineurs représente une sensibilité de 92% pour le diagnostic de l'œdème cérébral avec un taux de faux positif seulement de 4%. Donc, dès la suspicion de l'œdème cérébral, il faut entamer le traitement. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit réduire le débit de perfusion d'un tiers. Donc là, on va intervenir pour modifier le débit de la perfusion. Sinon, dans les autres cas, non. C'est un débit qui est constant. Et on va passer rapidement le mannitol,
0,5 à 1 gramme kilo en IV en 20 minutes. On peut le répéter s'il n'y a pas de réponse. Et on peut utiliser également le sérum salé hypertonique à 3% comme une alternative au mannitol ou bien une deuxième solution thérapeutique s'il n'y a pas de réponse initiale. On doit assurer le Proclive et bien sûr l'intubation et la ventilation est indiquée dans les formes sévères. De toutes les façons, l'imagerie ne doit être réalisée qu'après stabilisation de l'état du patient et on fait cette imagerie pour éliminer les autres diagnostics qui peuvent être responsables de l'altération de l'état de conscience chez les enfants qui ont une acidocétose diabétique comme les thromboses ou bien les hémorragies cérébrales. Donc, l'œdème cérébral, il est responsable d'une mortalité élevée, mais il faut faire attention, même en cas d'œdème cérébral latent, ça peut exposer ultérieurement à des troubles cognitifs et des troubles de la mémoire. Voilà, donc si on veut résumer, devant une acidocétose confirmée, évaluer en premier lieu l'état hémodynamique. Si on est présent d'un état de choc, il faut assurer la réanimation en urgence. Une fois l'état de choc jugulé, ou bien si l'enfant ne présente pas un état de choc, on va assurer notre réhydratation intraveineuse, on va calculer le volume qu'on doit administrer, on va voir les solutés également à administrer avec les électrolytes, et puis on va commencer l'insuline 2 heures après la réhydratation. On va surveiller régulièrement l'enfant. S'il n'y a pas d'amélioration, on doit réévaluer l'état du patient, calculer les liquides, vérifier les modes d'administration et les doses d'insuline et envisager parfois même l'infection. Sinon, s'il y a une amélioration avec correction de l'acidose, on va passer à l'insuline sous-cutanée avant d'arrêter le protocole. Mais en cas d'altération de l'état neurologique, il faut faire attention. Si ce n'est pas une hypoglycémie, ça peut être un œdème cérébral. Donc, l'acidocétose est une complication sévère et on insiste bien sur la prévention primaire grâce au diagnostic précoce du diabète et sur l'éducation ou bien la prévention secondaire tout en insistant sur l'éducation des enfants diabétiques. Donc, ne pas administrer le sérum Bicard en cas d'acidocétose sauf si indication, commencer la réhydratation puis l'insuline 2 heures après le début de la réhydratation. Si la glycémie baisse trop rapidement avant la fin de l'acidocétose, augmenter la quantité de glucose et ne pas diminuer la perfusion d'insuline. Même si la calémie est normale à l'admission, il y a toujours un déficit en potassium et donc commencer par l'apport de KCl, avoir du mannitol ou du sérum salé hypertonique près du malade. En cas de symptômes neurologiques graves, traiter comme un œdème cérébral sans attendre la confirmation par l'imagerie. Et je vous remercie.